Donc, l'histoire de cette aventure qui est liée par la couleur entre terre et donc céramique et couleur, qui est la couleur révélée par la magie du feu lorsqu'on fait cuire les émaux dans un four. Voilà. Et c'est ce phénomène-là qu'on rencontre et qu'on retrouve ici, justement par le lien entre des peintres et des céramistes, et qui ont appris à leur façon comment traduire la nature, faire des tableaux figuratifs en apprenant la chimie des couleurs par la magie du feu. Donc c'est ce phénomène qui est très particulier au bagne et qui ne pouvait se passer qu'à Aubagne. Donc on raconte dans cette exposition 4 aventures: l'aventure de la terre, l'aventure du phénomène, l'aventure des peintres et l'aventure de l'Uvonne, en nous arrêtant aussi sur la place pour prendre un petit peu de repos, réfléchir, pendre des feuilles à l'arbre en mettant des émotions particulières de manière à ce que les 16 000 cases de l'arbre soient pleines pour la fin de l'expo. Alors, pour nous retrouver, nous sommes ici dans la partie qui concerne l'histoire de la Terre. Et on sait que l'histoire de la Terre commence à Aubagne en 1531 par Bruno Catani, un Italien qui est venu, qui s'est baissé, qui a ramassé la terre et qui a dit « Cette terre est magnifique, faisons-en des produits particuliers de céramique » et des céramiques à l'origine, qui est une céramique simplement artisanale d'une part et utilitaire d'autre part. Il n'y a pas encore de décor sur la terre. Et tout ce phénomène se développe très vite parce que nous sommes dans la vallée de l'Uvonne, qui est une vallée alluviole, bien entendu, et dans lequel il y a du silicate d'alumine hydraté qui permet de travailler cette terre, de la rendre malléable et d'en faire des objets. Donc ici, toute l'histoire recommence en 1531 et prend un virage particulier à partir du début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, il y a 12 ou 13 ou 14 usines de céramique à Aubagne. Le reste est des moulins à émaux, et puis donc l'activité commence à se développer. Nous sommes donc 1818, exit Napoléon, c'est l'Ancien Régime qui revient, et cet Ancien Régime va rentrer dans un libéralisme particulier. Nous sommes donc 19e siècle, et à ce 19e siècle se passe le phénomène qui est un phénomène très particulier, qui est celui de la révolution industrielle, de l'entrée dans les villes de tous les paysans qui arrivent des campagnes et qui viennent chercher du boulot dans des usines, et toutes ces villes-là deviennent des villes insalubres. Donc on est à cette époque-là, dans Aubagne et à Marseille, près d'un port qui va exporter grâce aux colonies, puisque nous sommes dans l'histoire des colonies à ce moment-là, et que l'industrie de la terre va prendre un essor fabuleux en amener des produits fabriqués Marseille et Aubagne et ramener les produits des colonies. Et donc tout cet essor-là, c'est à ce moment-là que l'essor de la vallée et de la haute vallée de l'Uvonne prend tout son essor. Alors, ici, on a découvert la terre et on raconte ici quel est le circuit de fabrication de la terre. On extrait la terre dans des carrières. Aubagne n'est qu'un trou d'argile. Il y a des trous d'argile partout. On se baisse, on ramasse la terre. On vient mettre la terre dans un lieu, dans un stockage. On malaxe cette terre avec un bassin dans lequel on vient délayer la terre pour la rendre homogène. On vient la déposer ensuite dans des bassins, dans des bassins de rétention, dans des bassins de stockage qui deviennent, et par évaporation de l'eau, puisque ces bassins sont pleins d'eau, ne reste plus que la terre sur une épaisseur de 20 cm qu'on découpe en panneaux de terre, que l'on découpe en blocs de terre. Ces blocs, on les prend et on les amène dans un pourrissoir. Un pourrissoir, c'est un lieu sombre, recouvert, on recouvre la terre avec des sacs de jute, on arrose régulièrement, et toutes les bactéries contenues dans la terre mangent tout ce qui n'est pas favorable au malaxage de la terre. Donc la terre devient pure avec le temps du pourrissement.
Cette terre ensuite est prise et elle est malaxée et on lui donne une forme. Ou bien on lui donne des formes, on la tourne, donc on fait des poteries tournées, ou bien on la passe dans une tréfinerie, ou bien encore on la coule dans des moules pour pouvoir en faire des éléments particuliers. Voilà. Et ensuite cette terre est mise à sécher, et ensuite, après qu'elle est séchée, que la partie de terre, l'objet céramique soit séché, on va passer par les émaux du biscuit, c'est-à-dire de la cuisson de l'élément, pour ensuite pouvoir le décorer. À ce moment-là, à Aubagne, on a deux types de modes de fabrication à travers des usines particulières. Alors, ces usines particulières, c'est soit une usine masse. C'est quoi le masse? Le masse, c'est justement la famille qui s'agrandit, qui construit sa maison en fonction des besoins. Et ce masse, ce sont des petits volumes raccrochés aux uns aux autres qui viennent se réunir autour d'une cour. Voilà, autour d'une cour dans laquelle on met le matériel, on met les produits, et puis au fur et à mesure de l'agrandissement de la famille, eh bien, le masse grandit. Ça, c'est l'usine ou l'entreprise ou la fabrique masse. Et donc, on a ici un lexique qui nous explique le masse, qui nous explique, contrairement à la Bastide, on va y venir un peu plus loin, avec ici un lexique qui explique comment on construit à ce moment-là. Toutes les premières usines qu'on construit à Aubagne, qui datent du début du 19e siècle et qui grandissent avec le temps, sont sur le modèle d'architecture de type masse. Voilà. Donc ça va aller jusque dans les années, à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle. Ces usines masse, telles qu'on les voit ici, ça c'est le parcours de la fabrication de la terre, l'extraction de l'argile. J'ai dit qu'à Aubagne, il y avait partout des trous d'argile. On transporte la terre, on la met dans l'usine qu'on a vue un peu plus loin là-bas, et puis on la malaxe, on fait évaporer la terre, le bassin d'argile, le pourrissement, etc. Et voilà le type architectural qui se trouve ici de l'usine. Donc ce sont des petits morceaux qui sont fonction du besoin, de la commande et de la production. Voilà. Et on profite dans chacune de ces alvéoles de montrer un élément particulier de chacune des usines. Ici, dans cette usine qui est l'usine David Paulin Fraise, eh bien ici, on va montrer comment marche à l'époque un four. Le four à flamme directe, c'est-à-dire l'alandier, c'est la partie dans laquelle on met le bois qui va brûler et donner de la chaleur. Au-dessus, la sole, qui est un élément qui permet de poser les objets à faire cuire, et les flammes partent directement après avoir cuit. Ici, c'est un four à feu particulier, c'est un four à chaleur tournante. La chaleur passe par-dessous, revient par-dessus, et la fumée s'en va là-bas. Ça, c'est un four à feu encastré pour mieux garder la chaleur, et ce sont de très 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 gros fours qui consomment énormément d'heures de travail, d'enfournement et de bois. C'est-à-dire qu'on est en train, avec ces fours-là, de vider toute la campagne de ces arbres et de toute sa végétation. Bien que le charbon arrive par le petit train qui a été fait entre Gardanne et toute la vallée de l'Uyvonne. Donc, dans chacune des alvéoles, on raconte comment étaient les usines, ce que sont devenues ces usines et comment on les a ensuite fait partir. Elles sont parties puisqu'ils n'avaient plus d'activité, et par contre ça a été remplacé. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera l'objet d'un autre commentaire. Et ici, alors, un phénomène très particulier, c'est la différence entre l'usine Masse et l'usine Bastide. Alors, c'est quoi l'usine Bastide? Le Masse, c'était ce petit bâtiment qui s'agrandit, qui se développe en fonction des besoins de la commande et des besoins de la famille. Alors que là, nous rentrons maintenant dans l'usine Bastide, c'est-à-dire une usine qui a un autre caractère. Alors, la différence entre le Masse et la Bastide, c'est que la Bastide appartient
à des gens qui ont de l'argent et des terrains, qui sont en général marseillais, qui viennent passer leurs vacances et retrouver ceux qui exploitent leurs terrains, et ils construisent là-dedans de très beaux des immeubles, enfin pas des immeubles, des villas qui ressemblent à des châteaux, ce sont des bastides. Et la différence entre le mas et la bastide, c'est que le mas, lui, va être une maison finie, alors que le mas n'est pas une maison finie. C'est une maison qui se rajoute au fur et à mesure, tandis que la bastide a un caractère beaucoup plus majestueux. C'est au bout d'une allée de platanes, de marronniers ou d'autres arbres que l'on installe une belle porte d'entrée. Le rez-de-chaussée est consacré à la réception, le premier étage à la famille, et le deuxième étage est consacré au personnel. Et pour bien marquer qu'on est dans un château plus que dans un mas, on fait une toiture à 4 pentes, qui veut dire que la maison est finie et qu'on ne peut plus venir y rajouter d'éléments. Alors que dans le mas, eh bien, quand il y a un nouvel enfant et qu'il se marie, on agrandit un morceau et on continue à vivre avec. Voilà. Et donc là, c'est le début du XXe siècle à Aubagne, où la SGTM, Société Générale des Tuileries de Marseille, se dit il faut que nous puissions nous accaparer d'une partie de la production d'Aubagne. Alors, juste un petit retour en arrière. C'est que le XIXe siècle, c'est une époque d'expansion énorme. Et toute l'argile se développe, et Aubagne, en particulier, devient une des capitales mondiales de production de terre cuite. À Marseille, on fait essentiellement de la terre cuite architecturale. Ça veut dire de la terre cuite qui est destinée à la construction des briques, des tuiles, des malons, des briques pleines, des briques cleuses, des malons. Et à Aubagne, on construit ce type de céramique aussi, mais en plus, on a une capacité à faire du décor à travers la faïencerie, qui est une spécialité d'Aubagne. Fin du siècle, à Aubagne, il y a 52 usines de céramique et 110 cheminées dressées dans la ville. Et on dit à ce moment-là que l'homme aubagnais a la couleur de la ville. C'est-à-dire que 110 cheminées qui crachent de la fumée, qui retombent sur la ville et qui donnent à l'homme la couleur de la ville. Alors, on dit l'homme en général, pourquoi? Parce qu'il y a 80% de la population active qui est occupée, 80% par la céramique, par la production de céramique. Et parmi ces 80% de céramistes, il y a 70% d'Italiens. Les Italiens, ce sont des immigrés, puisque milieu 19e, bon, il a fallu qu'ils s'expatrient, ils avaient trouvé du boulot. Italia Faradacé, c'est un autre problème. Et à ce moment-là, les Italiens viennent, ce sont des immigrés, on les appelle les Babi. Et nous sommes tous à Aubagne, quasiment moitié français, moitié italien. Moi-même, je suis moitié français, moitié italien. Et donc, fin du 19e siècle, Marseille dit « ces Aubagnais sont trop forts, ils nous taillent des croupières dans le monde entier, il faut qu'on en fasse ou nos alliés ou qu'on les rachète. » Ils viennent acheter avec beaucoup de difficultés, mais ils viennent acheter de façon intelligente, c'est-à-dire qu'ils viennent s'associer, acheter une partie des usines, louer une partie des usines, les Aubagnais continuant à travailler dans leur production pour pouvoir, avec les gens de la SGTM, vendre dans le monde entier. Et c'est une époque félicitée et de gloire. Et donc, ce que tu es en train de filmer, eh bien, c'est une révolution, puisqu'on est dans la révolution industrielle. Ça, c'est un four, contrairement au four à feu discontinu que je viens de vous montrer. Ici, on est dans un four à feu continu. C'est-à-dire que c'est un système de circuit composé de chambres dans lequel on vient faire des feux et qu'on remplit de céramique. Et c'est le courant d'air qui, par son avancée, permet de refroidir le four, d'envoyer la chaleur dans la chambre d'après pour précuire, pour préchauffer et précuire les objets qui y sont stockés. Et on n'utilise plus du tout de bois, on utilise de la poudre de charbon
qu'on jette par les petits évents qui sont au-dessus, et au contact de la chaleur fournie par le refroidissement de la fournée d'avant, qui enflamme automatiquement ce charbon et qui donne la température 1000, 1100, 1200 degrés dans le four pour cuire les objets. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qui permet de diviser par 2 ou 3 la main-d'œuvre, qui permet de multiplier par 2 ou 3 ou même par 10 la production et qui réduit d'autant les carburants. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qu'on appelle les usines Bastide, qui sont limitrophes à la ville. Voilà, ici la SCJTM, où il y avait ici entre 300, 400, 500 ouvriers qui travaillaient toute l'année, 365 jours par an, en produisant des millions de tonnes, enfin des millions de tonnes, peut-être que je suis un peu optimiste, des tonnes et des tonnes de produits qui partaient vers l'étranger, vers les colonies, vers le monde entier. Donc ça, c'est au quartier des Tuileries. Quartier des Tuileries, et chaque fois, donc je vais parler chaque fois de l'urbanisme de la ville à ce moment-là. Alors voilà une représentation de ce que pouvait être la ville à cette époque-là. C'est le quartier du Général, 45 hectares, entièrement voués à la terre cuite. Aubagne, qui est au centre de la région, entre Marseille et Toulon, entre Marseille et Aix, enfin Aix en passant par Aubagne, ou en rejoignant Saint-Zacharie, puis Saint-Maximin. Voilà. Et donc tout ça, c'est l'image qu'on peut imaginer être de l'urbanisme et de l'architecture de Bagne. 110 cheminées dressées, 52 usines construites en bâtière, c'est-à-dire avec des toitures à double pente et très horizontales. Donc la ville était horizontale complètement et verticale par les cheminées. Donc c'était un caractère particulier. Ça, c'était l'usine de SCJTM qui ensuite est devenue, dans les années 90, tout ça a disparu et c'est devenu un immeuble. Vous voyez, une caractéristique quasiment identique entre les deux volumes. Ici, nous arrivons dans l'aventure de la famille de l'usine Procéram. Tout le monde connaît l'usine Procéram, qui est une usine qui vient s'installer à partir de 1906, qui est une usine de type capitalistique aussi, avec des capitaux, mais avec des capitaux d'Aubagnais et de Marseillais. Donc ça veut dire qu'on a appris à cette fin 19e, au début du 20e, de travailler avec des capitaux. Voilà. Et donc ici, j'appelle ça l'usine dans la ville, les jardins dans l'usine et l'usine dans les jardins. C'est pour montrer à quel point nous sommes à 100 mètres du cours Voltaire, qui est le cours du marché, le cours des expositions, le cours des foires, et on voit que l'usine est quasiment dans la ville et que tout ce monde travaille ensemble dans un même état d'esprit et que ça leur paraît tout à fait naturel. Cette usine est en bordure du Vaune, avec les jardins ici, donc on cultive le jardin, on va ensuite travailler à l'usine. Voilà, donc à Aubagne, on est, c'est-à-dire du verbe naître dans la terre parce qu'on fait de la céramique, ou on est dans la terre parce qu'on est paysan. Et lorsqu'on est dans les années 1900, on n'a pas de choix. On est d'une famille, il n'y a pas de tourisme à Aubagne, on est à l'écart de la Côte d'Azur où Victoria est venue donner toute une gloire. Il n'y a pas que Victoria, il y a les Russes, il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a tout un tas de pays qui viennent se retrouver sur la Côte d'Azur et qui créent aussi tous ces mouvements particuliers d'art avec des artistes qui viennent en profiter sur la Côte d'Azur. Mais les Aubagnais sont bien à l'écart, mais les Aubagnais ont appris des riches de la Côte d'Azur. Alors, voilà. Et ici, donc, cette usine, qui est l'usine Procéram, travaille la terre avec une qualité très particulière, c'est de la faïencerie fine. Alors voilà les produits qui sont faits chez Procéram. Alors Procéram, c'était fait une spécialité de produits très décoratifs et très qualitatifs, et c'est par exemple Procéram qui a équipé tous les paquebots, donc le paquebot France, les piscines, les salles de bain, les chambres, partout où il y avait des carrelages, c'était Procéram qui les produisait, qui les fabriquait. Et c'était spécialisé dans les cendriers, voilà. Donc il y a toute une production qui est typique et particulière à Procéram.
et qui est très très intéressante parce qu'elle marque un temps, une qualité, et tous les produits partaient directement à Paris ou ailleurs, étaient distribués. Voilà. Ici, une œuvre particulièrement belle, qui est l'œuvre des frères Boca, qui sont venus s'installer à Aubagne, en 1880, qui ont vécu jusqu'en 1910, et qui étaient des Italiens. Alors les Italiens, il faut leur reconnaître des qualités exceptionnelles de maçons, de faiseurs, d'artistes. Ça leur vient de très très loin. Ça leur vient de la Grèce, entre autres, qui avait inspiré les Romains, et les Romains ont travaillé toute cette architecture et ensuite ont légué tout cet héritage à tous ces Italiens qui ont continué. Donc ça sont les frères Boca qui ont illustré la ville d'Aubagne pendant 30 ans avec des objets magnifiques, et toutes les façades de la ville, enfin pas mal de façades de la ville sont ornées de ces décors. Pour la qualité de l'usine Procéram, alors tout ça pour dire que depuis dans les années 1950, 1960 à Aubagne, tout a été jeté par-dessus le Garlaban, puisque tout est devenu ringard. Donc l'histoire de l'architecture, l'histoire de la céramique qui commence en 1531, on peut dire qu'elle se termine à 90% à Aubagne en 1960-70, où il y avait encore ces 52 usines et les cheminées dressées, et on a commencé à tout jeter par-dessus le Garlaban, c'est-à-dire que Pagnol est devenu totalement ringard, la terre cuite était devenue ringarde, et que tous les terrains qui étaient consacrés, les dizaines et les dizaines d'hectares de terrain consacrés à cette terre, ont été sacrifiés, entre guillemets, pour y faire du logement, pour loger, changement de politique, changement d'état d'esprit, changement complètement, et on ne veut plus entendre parler de terre à ce moment-là. Alors qu'il y a toujours cette connaissance, cette pratique et cette envie de continuer à la développer. Bon, tout ça, c'est un problème qu'on pourra analyser tranquillement si on en a. Ici, on continue notre... Alors, toutes ces usines dont on a parlé ont disparu sans laisser aucune trace. Nous arrivons maintenant dans la production de l'usine Bariel, qui est un gros producteur avec énormément de personnes, jusqu'à 100, 150, 200 personnes comme travailleurs. Mon grand-père paternel travaillait dans l'usine Bariel. Il rentrait avec la couleur de la terre le soir à la maison, dans une petite maison dans la rue Jardinière, dans le quartier de l'Observance. Et donc ici, voilà par exemple le trou du Merlin, c'était là que Bariel extrayait l'argile et ensuite il la façonnait. Donc on le voit encore ici, le trou du Merlin, on le voit de ce côté ici, voilà le trou qui permettait et qui a produit pendant des dizaines d'années de la terre à façonner. Voilà. Et donc cette usine, donc Bariel louait 50, 60, 70% de son usine à SGTM, mais gardait aussi toutes ces merveilles dont on a derrière des reproductions. Donc il n'était pas que industriel à fabriquer des briques par filerie, mais aussi des produits d'une extrême qualité de faïencerie. Donc on voit ici les qualités de décor, là-bas aussi, la même chose que l'autre là-bas, des qualités de décor. Et bien, cette usine, de la même façon, a complètement disparu en 91. C'est la dernière usine, 1991, qui a produit encore. Et donc, cette usine-là était impénétrable, puisque à l'époque, le terrain, ça c'est en 91, quand on a détruit l'usine. On ne pouvait pas traverser, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'urbanisme en dehors de celle de l'usine. On a reconstruit ensuite la gendarmerie et il n'y a pas plus d'urbanisme puisqu'on ne peut pas la traverser. Il n'y a pas de cheminement, donc la ville se ferme dans des barrières, dans des clôtures qui ne permettent pas de trouver des transitions, de retrouver des caractères particuliers au niveau de l'architecture et de l'urbanisme. Voilà. Et nous arrivons maintenant ici,
dans l'usine Isnar. Alors, Isnar, c'est une autre aventure. Et c'est là que change un petit peu la mentalité. En 2007, la famille Isnar, qui sont aussi des amis, tous ces gens-là, je les ai tous connus, pratiqués et assistés dans pratiquement les projets qui ont été faits. Isnar vient me dire, casse-nous cette usine et fais-nous un centre commercial. Je dis, niet. Je dis pas niet, je dis, on va en parler. Je vais voir la mairie et on dit, on ne va pas casser l'usine. Je reviens les voir. Ils m'insultent en disant, tu diras à ton maire, etc. Mais on arrive à les convaincre de garder la cheminée, les fours et une partie du bâtiment représentatif. Et donc là, bien, ces gens vont construire leur centre commercial qu'ils vont appeler le centre commercial de la cheminée Isnar, qui est à la sortie d'Aubagne et qui fait maintenant leur gloire, je dirais par leur richesse, parce qu'on ne devient pas riche de son travail, on devient riche de ce qu'on a envie de faire. C'est comme ça que je suis devenu très riche, parce que je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc, ici, à travers cette usine, on ne savait plus, il n'y avait plus aucun témoignage de savoir comment fabriquer une cheminée à Aubagne au début du XXe siècle. Et donc là, je me suis creusé les méninges, j'ai travaillé et j'ai imaginé, avec un entrepreneur, comment on pouvait construire ce type de cheminée. Ce type de cheminée, donc j'ai inventé un Giuseppe qui arrive lui aussi du Piémont, des Alpes, de Cuneo ou de la région, qui est un vrai maçon, et comment il aurait pu s'y prendre pour construire ces cheminées. Et c'est ce qu'on décrit là-dedans, dans ce panneau, c'est par la trigonométrie et l'homothétie. Mais Giuseppe, en 1900, il ne savait pas ce qu'était la trigonométrie et l'homothétie. Et simplement, il faut savoir que l'angle que fait la pente de la cheminée avec la verticale est de 0,818 degrés, même pas un degré de pente. Ça veut dire que pour lui, la formule de trigonométrie, il en était quand même bien loin. Et donc, il a employé l'homothétie par empirisme. Comment construire une cheminée? Il a construit tout simplement en morceaux, avec un petit échafaudage, un manœuvre qui lui passe les briques, et du mortier de chaux, surtout pas de ciment artificiel, de chaux, de manière à ce qu'il trouve sa pente avec un système de cordeaux et de cercles homothétiques. Mais il faut prendre le temps pour le lire. Voilà. Et ici, nous avons l'usine, et là, j'ai commencé à reconstruire un morceau de la cheminée en bas, avec la production de la famille Isnar, et comment est construite la cheminée. Et je vais la compléter d'ailleurs. Donc ça, c'était l'exemple d'une usine dont on a réussi à garder un souvenir et à ne pas détruire la totalité des cheminées. Et ce qui est, pour moi, c'est très important qu'on garde ce caractère de l'architecture, de l'urbanisme et du souvenir de ce qu'était notre ville à l'époque. Donc plus personne ou très peu de gens savent ce qui s'y est passé depuis cette antiquité de la Terre à Aubagne. Et nous arrivons ici au centre du phénomène de l'expo, qui est l'usine Sicard. Donc l'usine Sicard, c'est un peu ma famille. J'ai une partie de ma famille qui était Sicard, et moi je suis Olivier. Et Sicard, je suis allié à Sicard par ma tante Jeannette, qui était mariée avec Théo Sicard, qui était le fils de Louis Sicard, l'inventeur de la cigale branchée en 1895, qui est devenu très célèbre à ce moment-là, et qui était modeleur et sculpteur de terre de magnifique façon. Il a été professeur à l'école des Beaux-Arts jusque dans les années 45, et c'est Théo, son fils, qui a pris la suite ensuite jusqu'en 1970. Donc, ce phénomène est particulier. Nous sommes au début du XXe siècle. La Terre est en pleine expansion. Louis Sicard vient s'installer au Bagne après avoir promené sur la Côte d'Azur, être reconnu, etc. Et derrière, vous avez 16 œuvres aussi. Et donc, il monte cette usine, l'usine Sicard, et
il est papa de Théo et de Georges Sicard. Et Théo, comme je disais, à Aubagne, on est dans la terre ou dans la terre. On ne se pose pas de questions, on ne va pas chercher ailleurs, on ne fait pas bac plus 5, on fait de la terre ou de la terre. Et donc Théo, très vite, se met autour, et à 10-12 ans, il est extraordinaire comme son père en Tours, alors que son frère est dans le spectacle, il est poète, il fait des arts dramatiques. Voilà. Et donc, dans l'usine, Théo produit, il est ici en train de cuire, de façonner, puis ensuite on va mettre la cuisson. Voilà Théo en train de décorer, fait du décor. Voilà. Et au-dessus, c'est Louis, et il y a les peintres fondateurs. Alors, c'est ce phénomène qui m'a permis de découvrir cette particularité qui ne pouvait se passer qu'à Aubagne, c'est l'apprentissage de la couleur par la révélation des couleurs, par la magie du feu. Voilà. Et c'est ça qui est un phénomène très intéressant, c'est que donc, Théo a des amis, des jeunes amis comme lui, qui ont envie de peindre, de dessiner, parce que lui est doué dans tous les domaines de l'art, de la représentation, avec du dessin, de la peinture et de la céramique. Donc Théo, qui est autodidacte, est parti à l'école de chimie pour apprendre ce qu'était la chimie des émaux. Alors la chimie des émaux, c'est quoi? Lorsqu'on a fait le produit, qu'on a laissé abandonner tout à l'heure, ce produit, maintenant, il faut le décorer pour qu'il ait une valeur et qu'il devienne étanche aussi, qu'on puisse y mettre des fleurs, des brouhahas, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, il va falloir y mettre au-dessus une couche d'émail pour le protéger et décorer. Et donc, ça se passe par les émaux. Les décors se font par les émaux. Les émaux, c'est quoi? C'est simplement de la silice, et de la poudre de silice très fine, dans laquelle on met des colorants, des oxydants, tous ces produits-là qui permettent de les mélanger et de les mélanger à l'eau pour en faire un liquide plus ou moins épais qu'on va passer avec le pinceau ou d'autres moyens pour l'appliquer sur la céramique. Et donc ces colorants, en fait, ces émaux n'ont pas de couleur. C'est ce qu'on voit ici. Ça, là, c'est un peu exagéré par contraste. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pratiquement pas de couleur tant que l'émail n'est pas cuit. Et ça, c'est la révélation de la couleur par le feu. Alors, tous ces jeunes gens, donc Théo, ouvre l'usine à tous ses copains et les invite à venir découvrir, à travailler la poterie, à travailler la terre et en même temps à découvrir le secret de la chimie révélée, de la couleur révélée par le feu. Et donc, tous ensemble, ils apprennent à travailler ces couleurs et ils les apprennent. Ça veut dire que c'est un passage intellectuel entre la tête et la main, puisqu'il faut devenir chimiste pour apprendre la couleur que va donner le feu aux émaux. Et donc, c'est un moyen d'apprendre comment travailler la couleur. Indépendamment de ça, ce sont tous des jeunes gens qui travaillent parce qu'ils ont un métier, il faut qu'ils fassent bouillir la marmite, ils ont des enfants et ils doivent travailler pour vivre. Donc on les appelle des amis peintres ouvriers. Et comme tous ces jeunes gens-là, après leur boulot, partent ensemble se confronter dans la nature pour peindre des tableaux figuratifs, des tableaux au plus près. On les appelle, ils partent, ils ont leur petit tabouret, ils ont les fesses dans l'herbe, on les appelle des peintres ouvriers, cul dans l'herbe, parce qu'ils vont poser leurs fesses dans l'herbe pour peindre sur des chevalets ou directement avec le pinceau, la palette et en avant. Et comme on est à Aubagne, et qu'à Aubagne, on a un symbole qui est particulier, ce sont les santons, et parmi les santons, il y a le ravi de la crèche, et donc tous ces peintres-là sont des peintres ouvriers, cul dans l'herbe, et ravis de l'être, qui est le symbole de la... Et donc tout ça se développe au fil du temps, et il crée un mouvement qui est aussi bien les peintres de la vallée de l'Uvonne, ou alors des peintres simplement copains qui partent ensemble. Et ce sont des fondateurs.
Et ces fondateurs sont intelligents parce qu'ils vont faire des disciples qui vont venir avec eux. Voilà. Et donc ici, c'est pour ça que j'ai appelé ça une usine, une fabrique d'artistes. 1971-1970 arrive, Théo, cancer fulgurant, il meurt, et il ne faut pas qu'on laisse perdre ce patrimoine, si bien que l'aventure aurait pu s'arrêter là, comme pour toutes les autres usines. On vend le terrain, construit un immeuble, on a un peu des sous, mais non. Celui qui reste, Georges, le frère de Théo, dit « Je vais vendre cette usine pour qu'elle se perpétue à un couple de jeunes amis, qui est Raymond Ami et sa femme Sylvette Ami, né en 1943, comme moi, c'est mon copain de toujours, et il est centonnier, il est architecte et centonnier, disons, peintre, et avec sa femme, ils disent « On y va, on tente l'aventure ». On leur vend l'usine, et ils continuent, et ils gardent cet esprit de l'usine qui est toujours en cours maintenant, avec toujours la représentation de la cigale. Et vous voyez ici, donc ça c'est Paul Dole qui a fait ce dessin, ça c'est Raymond Ami qui a fait une aquarelle, et là-dedans on raconte l'aventure de la famille Ami en continuité de la famille Sicard. Et donc tout ça se perpétue, et on retrouve maintenant une cigale évocation qui est réévoquée, réinterprétée par le mari de Florence Ami. Et voilà ici la palette des cigales et de tous les produits. Ils font de la céramique, ils font de la vaisselle, et l'usine continue à fabriquer des artistes. Et maintenant, on en est avec de jeunes designers qui viennent réinterpréter, alors de façon moitié figurative, moitié cubiste, moitié contemporaine, des expressions à partir, et sur la terre, à partir de la continuité de l'usine. Ici, justement, c'est cette relation entre peinture et émaux. Alors ça, c'est ce que faisait Théo Sicard comme céramique, avec la célèbre soupière et le service à bouillabaisse. Ça, c'est Louis Sicard, qui était ce fabuleux artiste. Regardez, comme c'est beau, tout ce travail de la terre. Et ça, c'est le deuxième modèle de la cigale branchée, 1895. Et derrière, vous avez comment ces peintres se retrouvaient dans la nature pour interpréter à leur façon et en travaillant. Alors ça, c'est Théo, alors c'est très compliqué, Théo, enfin c'est pas compliqué, mais il y a eu des cheminements divers. Théo, ici, il travaille à la façon des nabis avec des systèmes de cloisonnés et d'aplats de couleurs. Ici, en dessous, il est dans la sensibilité complète de la transparence de l'eau, ici. Voilà, avec des profondeurs, la ripisylve, enfin des choses assez remarquables. Et ici, dans un autre modèle aussi, qui est cerné, qui est un peu cloisonné, il y avait des plans et des aplats, et tout ça lui vient d'un peintre célèbre qui est Auguste Chabot, dont il était un fidèle admirateur. Voilà. Et donc autour, il y a les peintres qui sont dans leur atelier à ce moment-là et qui reproduisent. Alors, la preuve que tous ces peintres-là étaient intéressés par la céramique, c'est que chacun décorait des assiettes et apprenait justement, non pas le dessin, mais l'expression peinte à travers la céramique. Ce siècle machiste, un peu du XXe siècle, on a dit il faut qu'on rende un hommage à toutes les femmes qui ont travaillé. Elles étaient peu nombreuses, mais il y en avait et qui avaient de grandes qualités. Entre autres, parmi les femmes aussi, il y a Thérèse Neveu, qui est la plus célèbre des centonnières et une des premières, et qui était en même temps la sœur de Louis Sicard. Et donc on rend un grand hommage à Thérèse Neveu, qui était centonnière très très célèbre. On va rendre hommage aux sœurs Gastine, qui elles aussi sont devenues très célèbres par leur production, leur décor et leur façon de faire des ouvrages qui sont absolument remarquables. Au-dessous, nous avons
les femmes de Croix-Ravel qui montrent leur courage. Et l'usine de Croix-Ravel, on va y revenir dans 2 minutes, c'est cette usine qui n'a toujours connu qu'une famille qui s'est développée de père en fils, de fils en mère, de mère en belle-fille. Et tout ça, c'est toujours développé dans ce contexte du XXe siècle. Ils ont commencé dans les années 1850 et ils sont en train encore d'exploser et de faire la plus belle poterie du monde. On y va dans 2 minutes. Ici, donc, on a la première qui est Pauline Bourrelly, qui était couturière, qui a été obligée, à la mort de son mari en 1909, à entretenir l'usine avec 50, 60, 70 ouvriers jusqu'en 1925, jusqu'en 1924. Donc elle a été patronne de l'usine et elle a maintenu, ensuite elle a laissé à son fils et puis à son futur beau gendre et ainsi de suite. Et on en arrive comme ça à travers tous ces départs et ces arrivées de Decroix à la famille Ravel avec aujourd'hui Julie et Marion. Voilà. Et ici, nous avons l'histoire des femmes amies dont je vous ai parlé juste le panneau d'avant, avec Sylvette Ami, qui était la femme de Raymond Ami, et Florence Ami, qui continue la production. Voilà. Et maintenant, alors juste ici, les santons de Thérèse Neveu, les santons du premier ouvrier de France, qui est Daniel Scaturo, qui nous a fait l'honneur de nous prêter Picasso, Marcel Pagnol, la transhumance, Thérèse Neveu en train de faire des santons, de façonner des santons, et ici, Fernandel avec son cheval, heureux qui comme Ulysse, et ici, Marcel Pagnol. Et au-dessus, ce qu'on peut voir au-dessus, ce n'est pas une photo, c'est un tableau fait à la main. Voilà. Il y en a 17 tableaux de ce peintre dans l'exposition. Et nous allons terminer par l'usine Ravel, dont voici le fondateur, qui est Marius Decroix, qui est ici. Et cette usine est absolument... Alors, il faut absolument encourager et dire à tous ceux qui viennent à Aubagne d'aller visiter l'usine Ravel. L'usine Ravel est devenue un spectacle complet. C'est-à-dire qu'on a transformé complètement cette usine, on l'a mise au goût du jour, et on est dans une représentation permanente. C'est un spectacle de rentrer dans l'usine Ravel, et le client ou le visiteur est accueilli comme un véritable spectateur qui vient assister à un spectacle particulier. Donc ici, on a mis toute la production et vie et travail dans l'usine, comme dans tous les panneaux. Ici, on a représenté ici l'architecture actuelle. Et c'est une usine magnifique qui se trouve à l'avenue des Goumes à Aubagne. Alors, regardez cette architecture qui représente... Alors, il manque des cheminées. Il y en avait encore une très grande ici. Et cette usine-là, c'est la belle horizontale avec quelques décrochés, avec des petits pignons coupés avec les toits à bâtière qui sont juste coupés par des petits pignons inclinés, avec des dégradés, et ici, les cheminées. Donc c'est la représentation typique de ce que pourrait être Aubagne si on avait conservé les usines et qu'on ait continué à les faire vivre, parce qu'elles ont un succès énorme. Et elles vendent des produits à des prix très respectables et en même temps des valeurs d'un travail. Alors, tout ça, c'est l'histoire de l'architecture, comment elles l'ont transformée. Et ici, en résumé, j'ai mis sur ce tableau l'impression des gens qui viennent visiter cette usine. Alors, le visiteur, spectateur, déambule à l'intérieur de l'usine. Il découvre la transformation de la terre en objet familier sous le geste et la technique de l'artisan. Parce que dans cette usine, il n'y a pas d'ouvriers, il y a des artisans. Chacun a l'esprit de l'artisan. Dans cette usine, on a l'odeur, la matière, la poussière en suspension, l'esprit en suspension, la scénographie et l'architecte. Et tout ça est mêlé. Et tous les jeudis, il y a des visites avec des groupes de 25, 30 personnes qui se promènent et qui voient fabriquer. Et donc,
on rentre ici dans un lieu duquel on renaît dans un autre espace-temps qui est la grâce naturelle. Il faut y aller pour comprendre et voir. Donc on encourage tout le monde à aller visiter cette usine. Voilà. Et donc, les deux sœurs Ravel, Julie et Marion, qui sont les dignes filles de leur père Jacques Ravel, qui a transformé l'usine dans les années 60-70 en donnant ce caractère, a permis de faire ce lieu qui est un lieu absolument magique. Voilà. Et donc là, n'hésitez pas, il faut y aller.